Je vais essayer de faire vite, mais ce sera pas évident de pouvoir le faire en moins d'une heure. En fait, je devais lancer là depuis cela plus d'une heure. Malheureusement, il y a trop de choses. Donc le live il va se faire peut-être en deux parties. Je vais faire une première partie aujourd'hui, une deuxième partie demain. Parce qu'il y a trop de choses. C'est un live vraiment très exhaustif. Et en fait, c'est d'abord en rapport avec la tournée de Farjan. C'est d'abord surtout en tournée avec la tournée de Farjan. C'est des messages isolés des uns et des autres. Euh, ce qui fait que notamment il y a par exemple l'entretien avec Landry Amir Washington aujourd'hui, et il y a cette longue entretien avec Marcel Jabio. Donc il y a tous ces éléments, il y a des analyses, il y a des vidéos, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la cruche, bon pas la cruche, je vais dire Farjan, désolé. Excusez-moi un instant s'il vous plaît, un instant. Donc je disais, Farjan est bel et bien en tournée, et les vidéos, tout ce qu'il fait est disponible. Donc en fait je tente de faire en fait, nous allons faire deux lives aujourd'hui, un et l'autre demain, deux lives édités, d'accord? Donc c'est ce qui fait en sorte que je n'ai pas eu beaucoup de temps pas de bien préparer, du moins de pouvoir assembler autant d'informations, autant de constats, hein. Quand je parle de constats, c'est vraiment, il faut le dire, autant de constats. Voilà. Je vous ai demandé d'aller lire le texte de Marcel Jabio. Alors, donc vous allez sur, voilà, c'est ce texte-là. Donc vous allez sur sa page, hein, c'est Marcel Jabio. Et vous pourriez voir ce texte-là, hein, donc ce texte que je vous présente ici, hein, je ne sais pas si vous voyez là, donc c'est ce texte-là dont il s'agit. J'espère que vous l'avez retrouvé, je l'ai même partagé sur mon mur et que vous l'avez lu. Je vais peut-être revenir là-dessus. J'espère aussi que vous avez pris connaissance de ce document. Un deuxième document, je vais vous le présenter, un instant s'il vous plaît. Le document relatif à comment vous appelez ça? Le document relatif au procès verbal de la cruche, pas de la cruche, hein, de Farjan, il faut préciser. Il ne faut pas l'appeler la cruche, hein? Ok? Faut pas l'appeler la cruche, il s'agit de Farjan. Il faut l'appeler Farjan parce que son père a officiellement demandé à ce qu'on n'utilise plus son nom, car il ne reconnaît pas d'avoir été le père soit adoptif de Farjan. Farjan n'a jamais été adopté par lui et il n'est pas responsable, et il ne veut être relié en rien dans les agissements de, comme ces mots, hein, de ce voyou, de ce que son père a dit, son soi-disant père. Il ne veut pas qu'on le relie aux agissements de ce voyou. Donc voilà pourquoi il faut rectifier. Il ne s'appelle pas la cruche Alianga, mais c'est plutôt Farjan. C'est le nom que son père veut qu'on rappelle. Donc, il y a ce document-là, et il y a aussi le procès verbal. Pour ceux qui n'ont pas pris connaissance de ce procès verbal, je crois qu'il est sur mon mur. Je crois l'avoir partagé sur mon mur. Donc, je parle de ce document-là. Il est sur mon mur, vous le trouverez. Procès verbal, d'accord? Et voilà, vous pourriez trouver ces deux, ce sont des pièces à conviction. Donc notre live en fait tournera autour de ces éléments que je suis en train de vous présenter. Et ensuite, vous allez peut-être aussi à la limite comme élément complémentaire, comme élément complémentaire. Vous allez aller sur la page de Thibaut Adjatis. Vous allez trouver cet article de Thibaut Adjatis. D'accord? Ce sont des éléments complémentaires. Voilà pourquoi ce live sera très long. Et je vais le faire donc en deux parties. Donc encore merci de ceux qui se connectent à l'instant. Vous connaissez un peu la preuve. Je vais dire la preuve. Vous connaissez un peu comment ça se passe, hein, c'est-à-dire vous vous connectez et vous partagez le live, d'accord? Vous partagez le live, c'est la première des choses. Donc vous l'envoyez en Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, faites ce que vous voulez. Donc c'est la première des choses à faire. Avant tout, on partage le live. Alors,
Donc, nous allons parler de Farjeon. C'est important de parler de Farjeon. Pourquoi parler de Farjeon? Les gens me diront que on donne l'importance à Farjeon, on fait ceci, on fait cela. En réalité, si Farjeon a cette importance, c'est parce que justement, l'expression qui dit « mon peuple périt par faute d'ignorance ». Aujourd'hui, Farjeon gagne en pouvoir ou en puissance, c'est parce que justement, le peuple vit dans l'ignorance. Et les gens comme nous, les gens comme Marcel Djabio, parce que ce texte est d'abord de Marcel Djabio, les gens comme les activistes et tous ceux qui font ce travail aujourd'hui, font ce travail dans le but de pouvoir vous emmener à prendre conscience des réalités pour que vous appréciez au mieux ce qu'aujourd'hui on peut qualifier de démagogie, de banditisme, de voyoutisme aujourd'hui exercé en plein ciel avec les moyens de l'État de Brice Farjeon. Et je tiens encore à rappeler aux uns aux autres que son nom c'est Brice Farjeon et non la cruche Alianga. Donc c'est très important que vous puissiez déjà comprendre cela. Alors, sans plus tarder, il y a une série de vidéos que je voulais vous montrer, mais je ne vais pas vous montrer en intégralité. Ce que je vais faire par contre, c'est de vous montrer quelques petites parties entrecoupées, parce qu'il y en a vraiment trop, il y a trop d'éléments. Quelques petites parties entrecoupées sur la tournée, dit-on, la tournée de la cruche, mais encore, pas la cruche de Farjeon, encore que quand on parle de tournée, on aurait parlé d'une tournée républicaine, mais non. Lorsque j'ai discuté aujourd'hui par exemple avec Landry Amiens, on est en train de faire notre petit travail régulier. Un peu du genre, voilà, parfait, voilà ce que j'ai, qu'est-ce que tu penses de ça? Je dis oui, bon, moi je pense comme ça, oui, je pense comme ça. Toi, tu as quoi? Voilà ce que moi j'ai, voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Et lorsqu'il me dit, bon, écoute, ok, nous avons fait le tour, mais alors parle-moi des divers. Je dis que bon, dans les divers, nous avons la tournée de Farjeon. Il dit, oh, parfait. En fait, ce sont les propos de Landry. Il me dit, en fait, tu vois, parfait, dans notre entretien, on va faire 3 rubriques. On va faire les rubriques importantes, les divers et les poubelles. Oh putain, excusez-moi. C'est-à-dire que Landry dit, lorsqu'on discute, lorsqu'on échange, tu me parleras des sujets importants, des divers, et je vais ajouter une 3e rubrique qu'on appelle les poubelles. Et donc, lorsque je te demande des divers, parle-moi d'autre chose. Parce que si tu me donnes des informations des poubelles dans les divers, on se mêle un peu les pinceaux. Donc, la question de la cruche, ça, c'est les poubelles. Donc, ne me parle pas de la cruche parce que c'est des poubelles, en fait. Alors, je me suis mis à rire un peu du genre, oh, mais comment, le grand Landry, comment tu peux dire une chose comme ça? Non, en fait, parce que la cruche, c'est pas la cruche, bon, enfin, excusez-moi, avec le temps, ça va finir par passer. Parce que Farjeon ne peut pas être considéré comme des divers. Encore moins des sujets importants, mais plutôt des poubelles. Donc Farjeon, je t'informe que Landry, qui est en prison, a dit que parler de toi, ça fait partie des poubelles. Mais néanmoins, il est important, pas de parler de Farjeon comme étant quelque chose de très important, de très intéressant, mais de parler de Farjeon comme étant l'ignorance du peuple. Et c'est la raison pour laquelle je vais commencer déjà par vous parler de la démagogie. La démagogie, qu'est-ce que c'est la démagogie? La démagogie, ce sont les mensonges. Comprenez, la démagogie, ce sont des mensonges. Et pour en faire, pour mieux pour rendre cela en image, d'accord, on va écouter ensemble ce petit passage, on ne va pas le montrer en intégralité, ce petit passage assez court de Farjeon dans l'une des localités du Gabon, dans une province, dans une région du Gabon, où il fait usage avec perfection de ce qu'on appelle la démagogie, du mensonge. Donc, écoutons ensemble. Pas seulement du mensonge, mais de l'ignorance. Parce qu'en réalité, on se dit que c'est les populations qui sont ignorantes. Non. J'ai fini par comprendre que même Farjeon lui-même, il est ignorant de ce qu'il dit. À la fin, c'est vraiment
il souffre, c'est vraiment, comment on appelle, lorsque vous souffrez, quand vous vous mentez trop, ça devient une maladie, comment on appelle ça? Ça a un nom là, je finirai par trouver. Vous êtes un menteur, ça devient comme une maladie, c'est ça a un nom là. La mythomanie. Donc Farjeon souffre de la mythomanie. Ok. Donc, on va continuer à aller sur le cas de Farjeon sans plus tarder. Écoutez d'abord la vidéo en question et puis on reviendra juste après. D'accord? Allez, c'est parti. C'est ça? Donc, vous remercier pour cet accueil et surtout vous remercier Maurice là pour la marque d'attention délivrée à un modeste émissaire du président de la République. Et donc, cette attention que j'estime qui n'est pas à mon endroit, mais à l'endroit du président. Et il m'a dit, va le voir. Tu vas dans le Guelolo. Si même ils peuvent te trouver un petit terrain, et là vraiment, monsieur le ministre, même 500 mètres carrés, tu t'installes là-bas. Si quelqu'un peut me trouver un terrain d'ailleurs, j'en parle. Hein? Moi j'aime tellement ici, même si je peux pas faire. Même 500 mètres carrés, moi je suis pas compliqué. Non, moi je suis pas compliqué, tu me dis 400 mètres, je suis là. Et donc il m'a dit, tu leur dis un message important. Tu leur dis vraiment, merci de ma part. Merci depuis 11 mois. 11 mois que je me bats. Parce que le chef de l'État n'est pas malade. Il n'a pas été malade. Il a eu un accident. Un AVC, c'est un accident. Ce n'est pas une maladie. 11 mois que je me bats. Parce que le chef de l'État n'est pas malade. Il n'a pas été malade. Il a eu un accident. Un AVC, c'est un accident. Ce n'est pas une maladie. Et depuis 11 mois, moi qui ai la chance, l'honneur, le privilège d'être à ses côtés, j'ai pu voir comment il se bat chaque jour pour reprendre à 100%. Point. Bien. J'espère que vous avez écouté un peu ce qu'il vient de dire. En fait, Farjeon prend votre argent, l'argent de vos pensions, l'argent de la CNAMGS, l'argent du contribuable, pour aller porter le message du soi-disant chef d'État, qui, moins d'un mois, avait déjà porté un message adressé à la nation. Et ce message est: dis-leur que je ne suis pas malade, mais que j'ai eu un accident. L'AVC n'est pas une maladie. L'AVC est un accident. Je ne suis pas malade. Ce que je voulais comprendre ici, c'est que l'objectif du tour, d'accord, du Gabon par Farjeon, c'est premièrement de déprécier l'état de santé, vous comprenez? L'état de santé d'Ali Bongo. C'est-à-dire faire croire que c'est comme si tu es tombé du vélo. Ali Bongo est tombé du vélo. C'est comme si tu es tombé de la branche d'un manguier ou d'un avocatier et que tu t'es simplement fait mal sur le coccyx. C'est ce qu'Ali Bongo a eu. C'est comme si tu as glissé, je ne sais pas, quelque part dans la rue. Ali Bongo n'est pas malade. Il a eu un AVC. Et un AVC n'est pas une maladie. Va leur dire que je ne suis pas malade. Alors, nous allons ensuite regarder cette vidéo.
D'accord? Ne quittez pas. On regarde ensuite cette vidéo. Elle est où cette vidéo? Excusez-moi, elle est où? Elle est où? Elle est où la vidéo? Elle est où? Alors, ok. On va regarder ensemble cette petite vidéo. Et s'il n'est pas le football, on le fait monter sur la ligne de boxe. Et là, ça sera victoire par. Ah, mais moi, je suis prêt là. Bien. Ensuite, cette vidéo. Bien. Donc, déjà, peut-être Farjon n'a pas vu ces deux vidéos. Peut-être il n'était pas là ce jour-là. Peut-être il n'est pas au courant. Peut-être il vient sur Mars. Il n'est pas au courant en fait. Il n'a pas constaté lorsqu'Ali Bongo bondit sur une tribune en se prenant pour Mohamed Ali et lorsqu'Ali Bongo rase les murs, pour ne pas dire rase le tapis rouge. En fait, ce que je veux faire comprendre aux uns aux autres, c'est que ce n'est pas le fait de montrer aux Gabonais qu'Ali Bongo est en bonne santé. C'est une question, une tentative par Farjon de donner de la crédibilité au cours de la crédibilité à sa personne et à sa parole au cours de ce tour du Gabon. Farjon n'a pas l'intention en fait de prouver qu'Ali Bongo est en vie ou non. Farjon a besoin que l'on croie qu'il est en bonne santé pour que l'on pense qu'il aurait instruit d'apporter ce message. En fait, à un moment donné, je me suis dit, quel est le message que Farjon doit apporter aux populations? Alors, nous allons écouter ensemble le message que Farjon apporte aux populations. Le message qui nous coûte autant d'argent aux contribuables, le message qui nous coûte autant de temps, d'accord? Le message qui mobilise autant de personnes. Je veux parler ici, pas des personnes qui viennent suivre son message, mais je parle de l'administration qui est quasiment mobilisée pour pouvoir permettre à Farjon de raconter des histoires comme quoi Ali Bongo n'est pas malade, mais il aurait eu simplement un accident. On continue à écouter le message de Farjon au cours de son tour du Gabon. Voilà. Il commence à 8 h le matin, jusqu'à midi, rééducation, marcher, parler, mémoire. L'après-midi, piscine, jusqu'à 18 h. Tous les jours, même le dimanche. À un moment, on avait même peur. On est avec quelques-uns qui sont là. Ah, monsieur le président, reposez-vous un peu, s'il vous plaît. Il nous a dit, c'est pas possible, parce que les Gabonais comptent sur moi. Donc je continuerai à les rassurer. Et il m'a dit, Alianga, tu vas là, tu leur dis, parce qu'il y a une grosse histoire de jeunes là, de Facebook, de WhatsApp, de
tout ça, les téléphones, on les embrouille. Tu leur dis, tout le monde sait que toi, tu es avec moi tous les jours. Tu leur dis bien que je suis en forme. Il n'y a pas de problème. Il y a assez de travail que je peux les laisser. Donc, ceux qui ont un doute, sachez-le. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui mange, je m'en fiche. Le président va très bien. Que ça soit clair pour tout le monde. Une fois. Voilà. Vous avez compris? Alors, vous dépensez autant de milliards parce qu'il doit aller quelque part pour dire que je vais à la piscine. Va leur dire que je vais à la piscine. Va leur dire que je fais de la rééducation. Va leur dire que je suis conscient qu'ils comptent sur moi. Va leur dire que je suis en vie. C'est le message tellement important que Farjeon avait à vous passer. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que Farjeon ne s'est pas seulement limité à transmettre ce message. Il va plus loin. Et là, on va maintenant parler un peu de cette tentative, ce qu'on appelait cette tentative de division. Comprenez? En fait, c'est par là qu'on doit commencer dans l'analyse de Farjeon. Cette tentative de division. Je vais ici vous faire écouter une autre vidéo de Farjeon. Vous me permettez un instant? Une autre vidéo de Farjeon dans une autre région du Gabon où il s'adresse toujours aux populations. Mais vous allez écouter quelque chose. Hein? Je vais essayer de me mettre à l'endroit même où il parle parce qu'il dit tellement de choses. Il dit tellement de choses. D'accord? Excusez-moi, je vais essayer. Il y a tellement de choses qu'il raconte. J'essaie un peu de me mettre à cette vidéo. La vidéo est tellement longue. Voilà. Je vais vous la donner et puis vous allez tirer vous-même vos conclusions. Ok. Voilà ce qu'il dit. On va encore faire comment, c'est encore eux, je l'ai dit, nous on n'a pas le gain, on n'a rien. Et ils sont désabusés. Mais attendez, messieurs, attendez, jeunes gens. À l'époque de nos parents, ce jeune-là, on va encore faire comment. Et j'y viens. Il est là. Pas de division. Parce que nous sommes dans une province. Dans une province. C'est bon. Les gars vont faire parce que nous sommes dans une province. Faut quand même. J'arrive à l'aéroport de Mouya. Hier, j'arrive à l'aéroport de Mouya. Et là, la remontada. On sera tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Ça va être ces choses-là, si je ne cite pas tout le monde, ils vont se fâcher. Ensuite, je suis allé à Moyen-Oroué, et là, l'homme m'a révélé, c'était impeccable. Bon, il y avait quelques crocodiles, mais je m'en suis sorti. C'était quoi? La remontada, c'est ça? Et là-bas, c'était magnifique. On m'a dit, c'était quoi? La Porgentiade. Alors après, c'était incroyable, Porgentiade. Et là, depuis hier, j'arrive à l'aéroport de Mouya. Et là, à Mouya d'abord, plus de mots. Les Bambas, plus de mots. Jusqu'à aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, bon, tout à l'heure, il y a les ministres qui m'ont dit, ici, on a tout dépassé. C'est la Gougnata. Donc, vraiment, je pense, là, je suis désolé. Mes amis du Grand Nord, mes amis de l'Ouest-Maritime, ils ont bien travaillé. Mais là, on y est quand même. Quand même.
Stop. Alors, je vais vous expliquer. Ce discours c'est un discours qu'on peut définir comme étant un discours de division. Mais il n'est pas fait par hasard en réalité. En fait, lorsque Farjeon utilise ce discours, c'est parce qu'il espère que les régions où il ira, les gens se sentiront obligés de se mobiliser pour lui. Est-ce que vous comprenez? Et lorsqu'il le fait en plus, il fait passer ceux qui l'ont reçu bien avant pour des cruches, pour des imbéciles, pour des moins que rien. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que Farjeon évolue dans ses déplacements, tous ceux qui l'ont reçu sont perçus comme des va-nu-pieds, des vauriens, au détriment des personnes qui le reçoivent à l'instant où il se trouve. L'expression de remontada et autres, cette expression, vous comprenez mieux qu'elle a été introduite tout simplement dans l'objectif est de diviser les gens selon les provinces et les régions du Gabon. Du coup, il veut faire passer aux populations que nous lui devons allégeance à le recevoir, à l'acclamer. Et à chaque fois qu'il arrive à une région, il dit toujours, vraiment, la région précédente était vraiment nulle. Vous, franchement, vous êtes meilleurs. Et pour que ceux qui vont arriver penseront que, quand la cruche arrivera, il faut que nous fassions mieux. Parce que nous devons faire mieux que les gens du Nord, nous devons faire mieux que les gens de Lambaréné, les gens du groupe maritime, et j'en passe. C'est un discours de division. Premièrement. Donc, hormis la démagogie, raconter des histoires comme quoi Ali Bongo l'aurait envoyé, hormis cet aspect où il vous fait croire qu'Ali Bongo n'est pas malade, mais il a eu un accident. Ali n'est pas malade. Il a eu un accident. Et il m'a envoyé vous dire que il va bien, il va très bien. Et quand il arrive, il utilise un discours de division. Alors que le même personnage vous dit qu'un seul doigt ne peut pas laver tout le visage. Qu'il faut que les gens soient unis. Mais ce discours de remontada, on est déjà Ngunienada, je ne sais pas trop quoi. Et à chaque fois, l'histoire de les gens qui m'ont reçu avant ont fait moins que vous. Vous, vraiment, c'est vraiment vous là qu'on cherchait. Tentative de division. Discours qui vise à déprécier l'individu. Discours qui vise à entretenir l'ignorance de l'individu. Parce que les régions qui sont reculées du Gabon, lorsqu'on leur fait comprendre que tout ce que vous suivez sur les réseaux sociaux, c'est faux. Ali Bongo n'est pas malade. Il a simplement eu un accident. C'est comme dire aux personnes de cette religion que vous êtes des vraies cruches, vous êtes des imbéciles, vous ne valez absolument rien. Vous n'êtes même pas capable de distinguer une maladie d'un accident vasco-cérébral. Donc, un AVC, vous êtes tellement des imbéciles de comprendre qu'un AVC est une maladie. Et c'est quoi la différence entre un AVC et une maladie? C'est que Ali Bongo n'a aucun risque de mourir, aucun risque de se trouver dans une situation où il sera incapable de pouvoir gouverner. La preuve en est qu'il m'a envoyé vers vous. Ça veut dire qu'il est en bonne santé. Tous les matins, il va à la piscine. Il nage, il fait le 100 mètres. Et il m'a envoyé de vous le dire. Vous comprenez? Vous êtes des imbéciles. Qui vous a dit que l'AVC c'est une maladie? L'AVC n'est pas une maladie. C'est un accident. Un simple accident, comme un accident de vélo. Comme lorsque tu tombes d'une branche d'un arbre. Ce n'est pas une maladie. C'est ça le message que la cruche veut vous... non, pas la cruche. Farjeon veut vous faire passer.
il vous prend pour des imbéciles. Vous n'êtes pas capable de comprendre ce que c'est qu'un AVC. Vous comprenez? Là, ce n'est pas moi qui invente des mots. Je vous parle des mots sortis de sa bouche. Ce n'est pas moi qui invente. Écoutez vous-même. Ce n'est pas moi qui invente les mots. WhatsApp, tout ça, le téléphone, on les embrouille. Tu leur dis, tout le monde sait que toi, tu es avec moi tous les jours. Tu leur dis bien que je suis en forme. Il n'y a pas de problème. Je suis en train de laisser. Donc, ceux qui ont un doute, sachez-le. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui mange, je m'en fiche. Le président va très bien. Que ça soit clair pour tout le monde. Une fois. Tous les jours, même le... Merci de ma part. Merci depuis 11 mois. Moi, le président. Et il m'a dit, va le voir. Tu vas dans le Guelolo. Si même ils peuvent te trouver un petit terrain, et là, vraiment, monsieur le ministre, même 500 mètres carrés, tu t'installes là-bas. Si quelqu'un peut me trouver un terrain, d'ailleurs, j'en parle. Hein? Moi, j'aime tellement ici. Même si je peux pas faire. Tu leur dis un message important. Tu leur dis vraiment merci de ma part. Merci depuis 11 mois. 11 mois que je me bats. Parce que le chef de l'État n'est pas malade. Il n'a pas été malade. Il a eu un accident. Un AVC, c'est un accident. Ce n'est pas une maladie. Et depuis 11 mois, moi qui ai la chance, l'honneur, le privilège d'être à ses côtés, j'ai pu voir comment il se bat chaque jour pour reprendre à 100%. Voilà. Vous avez compris? Le président de la République n'est pas malade. Il a eu un accident. Quelqu'un me dira, est-ce que la cruche est normale? D'autres me disent ici, par exemple, il ne faut pas négliger Alianga, il est très dangereux. Je vais vous expliquer quelque chose. La question n'est pas de négliger Alianga. Non. La question n'est pas de le négliger. Il a une mission bien précise. Il a des objectifs qu'il veut atteindre. Et ces objectifs passent inévitablement par l'aliénation des populations. Ça passe par l'entretien. D'accord? L'entretien de... comment dire ça? De l'ignorance des populations. Alianga, en fait, il se croit blanc, colon, qui arrive à trouver des populations pygmées, villageoises, et qui vient leur dire que le sel vient de Mars. Qui vient leur dire que le sel, ça vient de Mars. Vous comprenez? Pour lui, il est face à des populations reculées du Gabon et il leur dit que le président n'est pas malade, il aurait eu tout simplement un accident. Vous comprenez? Et il s'agit d'un AVC. Il le sort de sa bouche. L'AVC n'est pas une maladie. Et là, il le dit à des gens dans une assemblée qui ont certainement eu des parents qui ont eu des AVC, qui sont passés de l'autre côté. Vous comprenez? Qui sont passés de l'autre côté. Ça veut dire qu'il dit aux gens qui ont vu leur père, leur mère tomber d'un AVC et qui ne se sont plus jamais relevés, que ce n'était pas une maladie, c'était un accident. Et que il peut se remettre en toute sécurité. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais lorsqu'on regarde les vidéos d'Ali Bongo le 7 août, qu'est-ce qu'on voit? Nous voyons vraiment un homme qui est en train de sautiller, c'est ça? Nous voyons un gars qui est en train de faire du roller, c'est ça? Nous voyons un mec qui est en train de, je ne sais pas moi, il fait la boxe, il joue au football. Ce n'est pas une question de négliger la cruche. On ne néglige pas Alianga en fait. Ceux qui pensent qu'on ne le néglige pas. Ici, nous avons du principe très simple que le fait de conserver ce niveau de bêteté, de bêtise
d'entretenir ce niveau de bêtise dans les populations sans en parler, vous comprenez, ça entretient l'ignorance des populations. C'est une tentative d'ignorance, c'est de la démagogie. Et voilà pourquoi on va tomber maintenant sur le texte de Marcel Javiot. Dans le texte de Marcel Javiot, que je vous demande d'ailleurs d'aller regarder pour ceux qui ne l'ont pas lu, que j'ai partagé sur mon mur. Et là, je vais dire une chose, je disais que il y a des personnes, d'accord? Il y a des personnes qui ont, dans ce texte-là, nous allons le voir ensemble, il y a des personnes qui ont une précision dans la plume, une précision et qui sont extrêmement pertinents. Quand j'ai lu ce texte, je me suis beaucoup amusé. Hein. Il y a d'autres textes que j'ai entre-temps partagés sur mon mur. Je me suis mis à rire. J'avais tellement mal aux côtes. Je me suis dit que j'allais faire ce live et j'allais me mettre à rire en fait. Mais à la longue, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien de rire parce qu'il faut en pleurer. Alors, dans une région, parmi les vidéos que je vous ai présentées, la cruche s'est rendue dans une région du Gabon. Il a dit quelque chose d'important. Alors, je vais lire le texte de Marcel Javiot et que vous compreniez. Ok. Selon Marcel Javiot, la cruche, Farjeon était un touriste. Il dit, quand un touriste vend du vent aux Gabonais, quand un touriste vend du vent aux Gabonais, il dit ici, toutes les fois que la tyrannie s'efforce à soumettre la masse d'un peuple à la volonté d'une de ses options, elle compte parmi ses moyens les préjugés et l'ignorance des victimes. Donc, le fait que tu es toujours en train de dire oui, c'est les Fans qui sont les mauvais, c'est les Mienais qui sont mauvais, oui, c'est les Fans, les Ndébi qui sont ceci. La dictature se sert de cela pour pouvoir s'imposer. Et il se sert aussi du fait qu'on vous désigne comme des villageois, des gens qui ne connaissent rien. La dictature se sert de ça aussi pour s'imposer. C'est parce que la cruche conçoit que les gens dans cette localité du Gabon, dans cette région du Gabon, sont tellement bêtes qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un AVC pour venir leur dire qu'un AVC n'est pas une maladie, c'est un simple accident et que le chef de l'État serait remis de cet accident. Donc, il met ça en introduction. Ensuite, il dit, il cite même la personne qui prononce ces mots, donc Condorcet, il dit, lorsque l'on sait que la loi organique, c'est Marcel Javiot qui écrit, numéro 001/2014 du 15 juin 2015, relative à la décentralisation, prévoit le référendum d'initiative locale. D'accord? On ne peut pas applaudir à l'écoute d'un discours sans tête ni queue, surtout provenant d'un individu qui n'a aucun compte à rendre au peuple. Point. Alors, la Constitution prévoit quoi? La Constitution prévoit que, normalement, après qu'Ali Bongo se soit accaparé tous les pouvoirs, le Premier ministre rend compte au président de la République de l'action du gouvernement. Et le Premier ministre répond devant les parlementaires du programme qu'il présente aux parlementaires à leur appréciation suite à cela qui est voté. D'accord? Et ce programme-là, c'est sur ce programme-là que le Premier ministre devra répondre devant les parlementaires. Or, lors de cette tournée, la cruche, du moins Alianga, fait des promesses aux populations qui ne sont pas ni en vigueur, ni prévues dans la feuille de route présentée au Parlement par le Premier ministre. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire en d'autres termes que, je vais parler d'un langage très simple. Le Premier ministre a prévu faire le marché à la maison. Il a prévu acheter un sac de riz
et un carton de dindon. D'accord? Il a présenté, le Premier ministre ici, c'est qui? C'est la femme, madame. Elle a présenté son projet à monsieur qui travaille, que j'ai besoin de 20 000 francs pour prendre un sac de riz et un carton de dindon. D'accord? Madame répond devant son mari et seulement son mari. Alors, qu'est-ce qui se passe? La voisine qui vient souvent demander à madame, qui vient prendre chez madame le sel, qui vient prendre les machins et tout, va chez le malien et elle dit au malien ou au boutiquier que je veux le poisson bar, le dindon, je veux la queue, je veux le ragoût. Et c'est madame de monsieur Ndong qui va payer. Mais madame de monsieur Ndong a reçu l'argent pour payer le carton de cotis ou encore le carton de poulet et le riz. Et monsieur Ndong, quand il va rentrer le soir, il sait qu'il trouvera forcément le riz ou le dindon. S'il manque le riz, elle va rendre des comptes. S'il manque le dindon, elle va rendre des comptes. Vous comprenez? Mais si monsieur Ndong venait à trouver le ragoût, il ne conçoit pas que ça rentre dans ce qui avait été prévu par madame. C'est exactement ce qui se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il va dire aux populations que nous avons prévu faire ceci, nous avons prévu faire cela, nous avons prévu faire ceci, nous avons prévu faire cela, ou nous allons faire ceci, nous allons faire cela, en fait, en d'autres termes, il annonce des choses qui ne sont ni prévues par le budget qui a été voté par l'État, encore moins qui ne sont pas dans la feuille de route présentée par le gouvernement. Mais vous savez ce qui est intéressant? Je vais vous faire regarder une autre vidéo. Je vais vous faire regarder une autre vidéo très importante, très intéressante, du discours de la cruche à Mboué. La route Omboué-Port-Gentil. Cette route augure déjà le désenclavement par rapport à Port-Gentil de plusieurs localités. Le canton Lagune-Ngoé, la grande partie du district de Ndougou, la lagune Sété-Kama, le département de Ndolou-Mandji. De même, il est possible de joindre en voiture Port-Gentil via Omboué à n'importe quelle localité du pays. Vive la commune d'Omboué, vive le département de Timboué, pour que vive le Gabon. Il a fallu qu'elle ait pour faire cette route-là. Ça, c'est factuel. C'est pas le mensonge.
En introduction, il estime qu'il fallait qu'Ali Bongo arrive au pouvoir pour que Port-Gentil soit relié à la terre ferme. C'est un mensonge. Le problème, c'est que le projet de relier Port-Gentil à la terre ferme est un projet d'Omar Bongo. Omar Bongo avait prévu faire ce projet. Malheureusement, ce projet n'avait pas été mis en place tout simplement parce qu'on avait constaté le manque de rentabilité d'un tel projet. Je vais vous expliquer. Et là, c'est l'analyse de Marcel Djabio parce qu'avant de faire ce live, je me suis entretenu au moins pendant 2 heures avec lui. C'est lui qui me donne cette révélation. Premièrement, nous savons très bien le litige qui pose l'État gabonais à Saint-Tulo sur cette route, qui a été abandonnée et reprise par les Chinois. Cette route n'est pas rentable. Est-ce que vous comprenez? Il faut que vous compreniez très bien et c'est très important. Cette route n'est pas rentable. À tous les niveaux et dans tous les sens. Dernièrement, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, même je pense que c'est Gabon Media Time qui aurait publié ça, ou Gabon 240, ou Info 241, que les banques gabonaises se retrouvent en surliquidité. Vous comprenez? Les banques gabonaises se retrouvent en surliquidité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques ont trop d'argent, mais il n'y a aucun projet à financer. Les banques gabonaises. Soit parce qu'ils n'ont aucune confiance en l'État qui ne paye pas ses dettes, soit parce qu'il y a une véritable politique volontaire qui vise justement à ne pas encourager les Gabonais à créer des entreprises. Mais ce qui est intéressant, et là vous allez mieux comprendre, nos banques sont en surliquidité. Donc, il y a trop d'argent dans les banques. Selon ce qu'on dit, selon l'expression du journal. Mais, la route d'Omboué, le pont en question, aurait été rentable pendant sa construction et après sa construction. Vous allez me dire comment? Et comment une route qui est pendant on la construit, elle peut être rentable? Je vais vous expliquer comment. L'entreprise chinoise aujourd'hui qui fait les travaux sur cette route, comprenez? Cette entreprise est une entreprise chinoise, de droit chinois. Et je suppose que tout le matériel qu'ils utilisent, ils ne payent pas de taxes au niveau de la douane. Donc, aucune rentabilité douanière. L'entreprise est chinoise, ce qui veut dire que lorsque les Chinois auront terminé ces travaux, l'argent qui leur serait déversé pour payer leurs services ne va pas profiter à l'État, mais à la Chine, parce que c'est une entreprise de droit chinoise. Deuxièmement, toujours pas rentable pour l'État. Troisièmement, l'entreprise chinoise, pour entreprendre ses travaux, a dû faire un prêt auprès d'une banque chinoise. Des banques chinoises. Quand on parle de prêt, on parle aussi d'intérêt au remboursement. Au lieu qu'un projet gabonais soit rentable aux banques gabonaises, aux entreprises gabonaises, de la construction, elle n'a été rentable que aux banques étrangères, aux entreprises étrangères. Par conséquent, la banque chinoise fait des bénéfices d'intérêt parce que l'État gabonais va rembourser à la banque chinoise qui va verser sa part de service à l'entreprise. Donc vous comprenez que la construction de ce pont, dès la construction de ce pont, cela aurait pu être rentable à l'État. Parce que si les banques gabonaises avaient donné de l'argent, le taux à intérêt devait rentabiliser les banques gabonaises. Mais non,
le taux à intérêt rentabilise les banques chinoises. L'entreprise qui met le service à contribution est rentabilisée parce que c'est elle qui perçoit, qui fait vendre ses services. Donc, en termes de rentabilité, cette route ne devrait pas exister. C'est la raison pour laquelle Omar Bongo ne l'avait jamais construit. Donc, ce n'est pas Ali Bongo qui a emmené le projet. C'est un projet de Omar Bongo. Ensuite, dans son discours que vous allez suivre à la suite, vous allez mieux comprendre la deuxième phase qui fait en sorte que cette route ne soit pas rentable. On continue. Mais c'est bien la route, c'est super. Mais c'est que le début pour moi. Parce que la route donne le travail en ce sens, mais ça ne donne pas beaucoup de travail. Parce qu'effectivement, la route qui relie Port-Gentil et Omboué ne règle pas le problème des voiries d'Omboué. Les gens en ont marre de politique, des promesses des politiciens. Ça suffit même. Stop. Il dit une expression: j'en ai marre des politiques et des promesses des politiciens. Ça suffit comme ça. Vous savez, la partie qui est intéressante dans le discours de Farjeon, c'est que Farjeon ne vous dit pas directement qu'il n'a plus de compte à rendre à qui que ce soit. Parce que le personnage dont il prétend l'avoir envoyé est out. Ali Bongo, c'est Amana. C'est fini. Il ne le dit pas. J'en ai marre des politiciens et des promesses des politiciens. Rappelez-vous lorsqu'Ali Bongo prenne le pouvoir. Tous les projets qu'Ali Bongo avait mis en place avaient pour objectif d'effacer le passage de son père. Tous les projets qu'il a mis en place avaient pour objectif d'effacer le passage de son père. La destruction de Jeanne Ebori, la destruction de la démocratie, et j'en passe plein de projets comme ça, qui avaient pour objectif d'effacer le passage de son père. Aujourd'hui, la cruche, Farjeon, a cette tentative-là de faire passer tous les mensonges d'Ali, d'accord, qu'il prétend parler en son nom, pour des mensonges, évidemment, et de faire passer ses idées pour les bonnes. Il parle, j'en ai marre des mensonges des politiciens. J'en ai marre des mensonges des politiciens. Alors, puisqu'on parle de mensonges, je n'ai pas fini avec le texte de Marcel Jabion, hein. Faut bien oublier, faut pas oublier, j'en ai pas fini avec ça. Puisqu'on parle de mensonges, on va revenir sur le texte de Marcel Jabion. Il dit ceci. Je continue. Donc, je m'étais arrêté à la première partie. Donc, on dit, je relis la première partie, il dit: lorsque l'on sait que la loi organique numéro 001/2014, il faut bien écouter ce que je suis en train de dire. Vous pourriez trouver ce texte sur mon mur, hein, pour ceux qui pourront les relire. Barre 2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation prévoit le référendum d'initiative locale. On ne peut pas applaudir à l'écoute d'un discours sans tête ni queue, surtout provenant d'un individu qui n'a aucun compte à rendre au peuple. J'ai déjà expliqué dans quel sens on le disait. Comment des citoyens conscients peuvent-ils boire comme du petit lait une promesse de participation des populations au choix des projets de développement de leur localité? Vous comprenez? En fait, dans un discours de Farjeon, puisque je sais que les vidéos sont un peu trop longues, dans un discours de Farjeon, Farjeon a dit que les populations elles-mêmes vont se constituer en comité pour décider de quel type de projet ils voudraient bien que l'on développe dans leur région. Et que suite à cela, ce qui sera choisi sera soumis directement excusez-moi. John Lee Invest Integral.
Donc, les populations, je disais, les populations vont choisir les projets que l'on doit développer dans leur région et ils vont les soumettre directement au chef de l'État. Vous comprenez? L'idée est bonne. C'est une bonne idée. L'idée est bonne. Maintenant, il y a les réalités. Il dit ceci. Puisque nous savons tous que, rappelez-vous que, il y a cela d'1 an, il y a eu une histoire montée de toutes pièces par Ali Bongo, une histoire de fonds qui devait être mise à la disposition des collectivités ou comment dire ça, à la disposition des populations. Du moins, j'ai oublié comment on appelait encore ça. Attendez, j'ai lu ça quelque part. Modification. C'était encore quoi? En tout cas, c'est un fonds de décentralisation qui avait été annoncé par Ali où on demandait, il parlait de 1 milliard. Vous vous rappelez de ça? C'est pas. Oui, c'était un instant, laissez-moi ne pas raconter n'importe quoi, je ne sais quelque part. Oui, on appelle ça le fonds d'initiative à la quoi? Le fonds d'initiative départementale. Voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle ça. Le fonds d'initiative départementale qui était à hauteur de 1 milliard par département, qui devait être mis à la disposition des collectivités locales pour pouvoir permettre à ce que ces régions puissent mettre en place des politiques de création d'emplois. Vous vous rappelez de ce fameux fonds-là? Voilà, le nom du fonds d'initiative. Effectivement, effectivement. Excusez-moi, je suis en train de perdre un peu le fil des idées. Ce fonds d'initiative, en réalité, n'a jamais été budgétisé. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu une loi qui reconnaissait qu'on pouvait soit mettre de l'argent à leur disposition ou qui pouvait engager ce fonds-là. Ali Bongo a fait des promesses, des gens ont attendu cet argent, mais l'argent n'est jamais venu. Sauf que les populations attendent toujours que les responsables des départements puissent mettre en place justement ces projets. On n'a jamais dit aux populations qu'en fait, ce n'était qu'une promesse dans le vent. C'est une histoire montée de toutes pièces parce qu'elle n'existe pas. Dans aucune liste, une ligne budgétaire, ce projet n'existe pas. Vous comprenez? C'est dans cette même optique qu'il revient avec l'idée que les communautés vont eux-mêmes choisir les projets qu'ils veulent bien qu'on développe dans leur localité. Les soumettre au président et ces projets seront réalisés. Je disais tout à l'heure là que l'idée est bonne, mais sauf que selon Marcel Javiot relève ceci. Et là, ça devient intéressant. Je reviens. Comment des citoyens conscients peuvent-ils boire comme du petit lait une promesse de participation des populations au choix des projets de développement de leur localité alors qu'un texte, là ça devient intéressant, qu'un texte d'application de certaines dispositions de la loi organique numéro 001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation, notamment son article 37 n'a été pris depuis son adoption. Ça veut dire quoi? Avec ça, on ose décréter la fin des promesses et du mensonge politicien. Selon ce que la cruche dit, c'est la fin des promesses et du mensonge politicien. Mais qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est que cette loi relative à la décentralisation existe. Ça veut dire que effectivement, il y avait été prévu que des collectivités locales, du moins des personnes vivant dans certaines régions, puissent choisir le type de développement à mettre en place, à pouvoir lancer dans leur région.
Cette loi existe depuis 2014. Mais seulement le décret, c'est une loi organique, le décret qui exécute cette loi n'existe pas. Vous comprenez un peu? En fait, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est une loi organique. Donc, c'est un peu comme si on te dit, bon, on va construire, comme vous avez lu dernièrement dans les journaux, le Premier ministre qui prétend qu'ils vont construire 4400 salles de classe sur 5 ans. Il n'y a aucune loi de finances. Il n'y a aucune étude de faisabilité. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a rien. C'est une promesse dans le vent. On va faire. Mais il n'y a aucun texte, aucune loi, aucune loi de finances, aucune étude qui a été faite que cela soit possible. Quand tu viens dire aux citoyens que quand je pars là, regroupez-vous, choisissez le type de projet que l'on peut réaliser dans vos régions, dans votre localité, soumettez-les-moi et le chef de l'État va les exécuter. Alors que la loi qui permet à ce que cela puisse se faire de manière légale n'a aucun texte, aucun décret d'applicabilité. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que si jamais de l'argent était décaissé, est-ce que vous comprenez bien? Il faut bien écouter ce que je dis. Hein? C'est très important ce que je suis en train de dire. Il faut que vous compreniez. Si l'argent était décaissé par l'État, ou du moins par une quelconque caisse, pour financer ce projet, et que cet argent était détourné, ni Fargeon, parce qu'il ne répond pas devant le Parlement, d'accord? Ni les responsables qui auraient reçu cet argent pour guider ce projet ne pourront répondre devant qui que ce soit, mais surtout pas devant le peuple. Parce que cet argent aurait été décaissé illégalement. Ce qui veut dire que cet argent peut disparaître et personne n'a de compte à rendre à qui que ce soit parce qu'il n'y a pas une loi. Parce que quand on parle de loi de finances, il y a une loi qui prévoit justement des projets et les soumettre au Parlement. Mais il n'y a aucune loi, aucun texte, aucun décret qui permet à ce que les communautés puissent s'asseoir et demander ou proposer le type de développement, le type de projet qu'ils veulent dans leur localité. Donc, si vous entendez que de l'argent a été décaissé pour vos projets, sachez que cet argent ne sera jamais mis à votre disposition parce qu'il n'y a aucune loi qui permet à ce que cela soit possible. On appelle ça de la démagogie. En fait, Fargeon vient vous vendre du rêve. Il fait que vous faire, en fait, ce qu'il vous fait, c'est le show. En d'autres termes, comprenez par là que Fargeon, dans ses déplacements, en réalité, ce qu'il fait, c'est du tourisme. Je vous ai fait écouter quelques textes, du moins quelques scènes de ces discours. Dans ces discours, il n'y a rien de palpable, il n'y a rien de concret, il n'y a rien qu'on puisse toucher du doigt, il n'y a rien qu'on puisse vérifier, tout simplement parce que l'individu lui-même est faux. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que Fargeon peut vous dire, le chef de l'État m'a dit, ce discours-là, cette phrase-là, il ne peut répondre devant aucune administration légale, devant aucune institution légale de l'État parce que directeur de cabinet n'est pas reconnu par la constitution gabonaise à répondre devant aucune assemblée parlementaire. Ali Bongo m'a dit, c'est du mensonge. Et lorsqu'on parle de mensonge, j'en ai pas fini. Lorsqu'on parle de mensonge, je vais d'abord m'arrêter là sur le texte de Marcel Jabiot. Lorsqu'on parle de mensonge, je vais venir sur un élément que j'ai mis aussi à la disposition des Gabonais. Je vais vous parler de ce document
Parce qu'on vous parle des mensonges. Je suis en train de vous montrer qu'ici que Farjeon est un mythomane. Et il n'est pas mythomane d'aujourd'hui, il est mythomane depuis toujours. Je vais vous parler de ce procès verbal. C'est ce procès verbal qui a envoyé Farjeon en prison. Écoutez très bien. On va lire ensemble le procès verbal. Beaucoup l'ont lu déjà sur les réseaux sociaux, mais on va lire le procès verbal ensemble. Et je demanderai à ceux qui se connectent maintenant de bien vouloir partager le live. C'est très important de le partager, ce live. Il y a une personne qui veut prendre la parole. C'est qui? Bon, excusez-moi, laissez-moi avoir terminé. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. D'accord? Laissez-moi juste terminer. Ensuite, je vais vous parler des mensonges. Pour que vous compreniez en fait que Farjeon, c'est un mythomane. Il est malade. C'est la maladie qu'il a. Il est malade dans son mensonge. Alors, le procès verbal ici, c'est cette affaire de détournement d'argent qui a envoyé Farjeon en prison. Sans plus tarder, moi, je vais directement rentrer dans quelques questions qui lui avaient été posées lorsque on avait établi ce procès verbal. Ok. Un instant, s'il vous plaît. Farjeon dit ceci. Je confirme avoir effectivement remis, pas Farjeon, voilà la personne c'est quoi encore? Mamadou déclare, hein, Mamadou, celui avec qui il est en conflit avec Farjeon. Il dit ceci. Je confirme avoir effectivement remis à 3 reprises, respectivement, les montants de 200 millions de francs CFA, 400 millions de francs CFA, 396 millions de francs CFA à monsieur Brice Lacruche à Lianga. C'est écrit sur le rapport, sur le procès verbal. Donc il dit, ces remises d'argent s'effectuent à son domicile du lycée d'État. La déclaration de la personne qui accuse, qui reconnaît avoir remis de l'argent à Farjeon. Ensuite, on pose des questions à Farjeon. Première question. Combien avez-vous perçu en contrepartie de ces opérations de remise d'argent? Farjeon répond, j'affirme avoir perçu 2 fois 30 millions de francs CFA. 2 fois 30 millions de francs CFA. Donc 60 millions de francs CFA. En espèces pour les 2 dernières transactions. Ensuite, on pose la question à Farjeon. Pouvez-vous le prouver? Farjeon répond non. Je ne peux pas prouver parce que ces transactions ne se faisaient pas sur la base écrite. Alors, on va d'abord s'arrêter là. Je suis reconnu pour être un voleur. Je prétends, c'est ma parole contre n'importe qui, que j'ai reçu 2 fois 30 millions, mais je ne peux pas prouver que je l'ai reçu. Mais on me sait déjà menteur. D'accord? Ça commence déjà à ce niveau-là. Mais ça, ce qui est encore plus intéressant, il va plus loin. Il dit ceci ensuite. Deuxième question. Troisième question, il dit, depuis combien de temps exercez-vous le métier de comptable? La question qu'on pose à Farjeon. Il dit, j'ai exercé en qualité d'auditeur, mais jamais en qualité de comptable. Ok? Il dit bien qu'il n'a jamais exercé dans cette entreprise, la fameuse entreprise Soko BTP. Parce que je n'ai pas voulu l'entête, mais je préfère rentrer dans les questions. Donc, il s'agit de l'entreprise Soko BTP en question, où il a exercé pas en tant que comptable, mais en tant que consultant. D'accord? Quatrième question, on lui dit, êtes-vous expert comptable? Il faut retenir cette question. On pose la question à Farjeon, êtes-vous expert comptable? Farjeon répond, je suis expert comptable diplômé depuis 2002. Vous avez compris, non? Farjeon est un expert comptable diplômé depuis 2002.
Je sais que vous avez déjà lu ce procès verbal. Maintenant, vous allez voir où ce qui devient intéressant. On lui repose la cinquième question. Comment, en votre qualité d'expert comptable, pouvez-vous justifier ces transactions de remise de si fortes sommes d'argent? D'accord? Il répond, en ma qualité d'expert comptable, je ne trouve en aucune justification à ces sorties d'argent. Est-ce que vous comprenez? Il est expert comptable, il a reçu de l'argent, mais il ne trouve aucune justification de cette sortie d'argent. Mais c'est un expert comptable, mais il a pris de l'argent. Ce qui veut dire que, quelque part, tu reconnais que l'argent que tu as reçu, c'est de l'argent volé. Plus que toi-même en tant qu'expert, tu ne justifies pas cette sortie d'argent. Mais tu as quand même pris de l'argent. Donc, c'est déjà, tu dis clairement que je suis un voleur. L'homme qui vient vous dire, dans ses discours démagogues, que le chef de l'État l'aurait instruit sur un procès verbal de détournement de fonds, il reconnaît que je suis un voleur en tant qu'expert comptable. Ensuite, on dit, sixième question, comment voulez-vous prouver votre bonne foi dans ce cas précis? Il répond, en l'absence de toute trace écrite, ma bonne foi repose sur cette dernière déclaration que je considère comme vraie et comme étant la dernière. Eh Dieu Seigneur. On lui a posé la question, en tant qu'expert comptable, comment tu justifies ces sorties d'argent? Il dit, ça ne se justifie en rien. Vous comprenez? Ça ne se justifie en rien. On lui pose la question de savoir, est-ce que vous êtes expert comptable? Il dit, oui, je suis expert comptable. Et on lui a posé avant tout ça la question de savoir, reconnaissez-vous avoir reçu de l'argent? Il dit oui en 2 fois. Mais il n'y a aucune preuve, que j'ai reçu effectivement que 2 fois cet argent. Donc, en d'autres termes, son jugement est porté sur son simple témoignage. Aucune preuve pour prouver qu'effectivement, il a reçu que 2 fois de l'argent. Mais ça va plus loin. Pour le moment, on en parle, mais ça va encore plus loin. Ça va plus loin. Ça, c'est les questions qui lui ont été posées. Ensuite, on dit... attends. Interrogé en son tour M. Brice Lacruche. Lacruche dit il ne se reconnaît nullement dans les allégations de M. Mamadou. Donc, c'est Mamadou. M. Lacruche n'a pas reconnu, en fait, les jugements de M. Mamadou. Maintenant, il y a d'autres questions qui deviennent intéressantes. Et là, ça va aller plus loin. Il dit ceci. Première question. Pourquoi le reçu... Là, c'est dans ce qui implique maintenant M. Lacruche. Donc, pas M. Lacruche. Ce qui implique maintenant Farjon. Il dit... Pourquoi le reçu matérialisant la dite fausse transaction porte le cachet de la société ESTA? Société ESTA, c'est que, en fait, je vais vous expliquer parce que je n'ai pas lu le début du fameux procès verbal. En fait, ce qui se passe, c'est que la société Soko BTP en question, en fait, c'est comme une société qui vend des services, qui aurait reçu de l'argent pour ses services vendus. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est que si la société Soko BTP vend des services, il est tout à fait normal que Soko BTP soit celui qui émarge sur les factures des services qu'il vend. Mais ce qu'on constate, d'accord, dans la transaction, c'est que la société Soko BTP, d'accord, vend des services, reçoit de l'argent
Et c'est une autre société qu'on appelle Estia, c'est ça je crois, Estia, qui signe les bons de transaction et qui cachette au nom d'une autre entreprise qui n'a rien à voir avec les services de la société Soko BTP. En fait, en d'autres termes, il s'agit du blanchiment d'argent. C'est pour cela que Farjeon a été condamné. Mais non, ce qui est important, pour ne pas aller, puisque le procès verbal est tellement long, vous pouvez le retrouver, je vais expliquer simplement un peu comment est-ce que ça se présente. Alors, imaginez-vous ceci. Imaginez-vous ceci. Marie-Madeleine Boronso, d'accord, a son fils. Marie-Madeleine Boronso a son fils, qu'on appelle, comment il s'appelle encore celui-là? Le fils de Marie qui a la teigne là, comment il s'appelle encore? En tout cas, on va le trouver, vous allez trouver le nom, vous allez me l'envoyer. Son fils qui a la teigne en question, en tout cas, je continue. Son fils qui a la teigne sur la tête, Marie-Madeleine Boronso se rend par exemple à, comment vous appelez ça, à la pharmacie des forestiers. Et elle demande à ce qu'on lui donne du fort coraux pour soigner la teigne de son fils. Et lorsque Marie-Madeleine Boronso rentre chez elle, elle n'est pas satisfaite du médicament qu'elle est allée prendre à la pharmacie des forestiers. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rend, au lieu d'aller à la pharmacie des forestiers pour réclamer en fait qu'elle soit remboursée, Marie-Madeleine se rend plutôt à la pharmacie de Sainte-Marie pour demander à ce qu'on lui remette, on lui rembourse des médicaments qu'on lui a remis, qui en fait n'ont pas permis à ce que son fils puisse guérir de sa teigne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le comptable prend la facture en question, signée de la main et cachetée de la pharmacie des forestiers, et engage le remboursement d'une facture qui n'a absolument rien à voir avec la pharmacie, là où il exerce en tant que comptable. Et on vous pose la question de savoir, est-ce que vous estimez normal, d'accord? Est-ce que vous estimez normal que votre pharmacie qui n'a pas endossé les frais parce qu'il n'a pas vendu les médicaments rembourse la dette d'une pharmacie qui est autre que celle dans laquelle vous travaillez? Et Farjeon dit, en fait, il fallait absolument que j'engage justement le remboursement, sachant très bien que l'entreprise au nom de laquelle j'engage ce remboursement n'a absolument rien à voir avec l'entreprise qui a payé, du moins qui a engagé les services au départ. Donc en fait, notre chef comptable trouve normal qu'en tant que comptable, tu puisses rembourser ou engager au nom d'une autre entreprise les services offerts par une autre entreprise parce qu'il faut absolument que je le fasse. Vu qu'à l'époque, j'étais DG dans cette entreprise. C'est ce qui emmène en fait Farjeon en prison. Évidemment, si vous rentrez sur le procès verbal, il y a tellement plus, il y a plus d'éléments et vous pourriez en avoir beaucoup plus d'éléments. Donc, comme je n'ai pas envie de rester trop longtemps là-dessus, donc j'essaie un peu de sauter certaines parties. Donc, juste pour revenir en disant ceci, un chef comptable qui ne sait même pas pourquoi il est chef comptable, du moins ce qu'il engage en tant que chef comptable, aujourd'hui se retrouve à faire le tour du Gabon, présenter un discours de chef de l'État qui n'engage ni lui, ni le chef de l'État, qui ne peut même pas, lui, personnellement, répondre auprès du peuple des promesses qu'il fait de ce chef de l'État, qu'il fait à ses populations, qui parle d'un projet, d'un nouveau contrat, d'un nouveau pacte que le Gabon va signer, du moins que le chef de l'État prévoit signer avec des populations, un pacte qui engage une loi organique qui, en fait n'est pas
exécutable tout simplement parce que le décret qui permet à ce que cette loi puisse être exécutée n'existe pas. Donc, c'est carrément du néant. Donc, en fait, en d'autres termes, et je vais finir par là, parce que ça fait un peu trop d'éléments. En d'autres termes, comprenez tout simplement ceci. Aujourd'hui, Farjeon fait le tour du Gabon avec un message du chef de l'État. D'abord, premièrement, avec une tentative de division du peuple, en vous faisant croire que oui, effectivement, j'ai été à Oyem, on m'a reçu, mais finalement, quand j'arrive à Port-Gentil, je me rends compte que les gens de Port-Gentil sont nettement mieux que les gens d'Oyem. Ça veut dire que les gens d'Oyem n'ont pas été assez réceptifs à mon arrivée. Par contre, vous, les gens de Port-Gentil, vous êtes nettement meilleurs que les gens d'Oyem, premièrement. Ensuite, il arrive à Port-Gentil, il dit, il arrive dans la province, par exemple, dans la Nyanga, il dit, finalement, je me rends compte que je suis allé à Oyem, je suis allé à Port-Gentil, mais vous êtes nettement mieux que ces gens-là parce qu'ils ne m'ont pas reçu comme il fallait. Ce discours était un discours qui a pour objectif de diviser les gens et de préparer ceux qui vont le recevoir après à faire mieux. Comme si on se sent obligé, on doit se sentir obligé de recevoir Farjeon, qui a un message du président de la République. Ok, mais de quel type de message dont il s'agit? Il s'agit du simple message de vous faire comprendre que Ali Bongo n'est pas malade. Les gens qui disent qu'Ali Bongo est malade, ce sont des menteurs. Ali Bongo, en fait, a eu un accident. Ce n'est pas une maladie. Donc, le AVC qu'Ali Bongo a eu, ce n'est pas une maladie. C'est un accident. Donc, ceux qui racontent dans Facebook ou WhatsApp qu'Ali Bongo est malade, c'est n'importe quoi. Il va très bien. Il a simplement eu un accident. Ça, c'est le deuxième message qu'il vous fait passer. Et le troisième message, c'est la démagogie. C'est-à-dire, selon Marcel Javiot, qui a présenté ce texte, qui dit, il fait croire aux communautés urbaines que, bon, du moins aux villageois, que, en fait, désormais, on arrête les mensonges. On arrête les fausses promesses. Mais c'est ton chef qui t'envoie, qui justement n'a pas arrêté de mentir. C'est ton chef qui t'envoie, qui justement n'a pas arrêté de faire des fausses promesses. D'accord? Par conséquent, quand tu dis on arrête des promesses, on arrête des fausses promesses, on arrête des mensonges, en réalité, tu dis clairement que tout ce qu'on a toujours dit, je vous ai dit, puisque tu parles au nom d'Ali Bongo, tu dis bien que je parle en son nom. Donc tu dis clairement que ce que je vous ai dit, en fait, ce ne sont que des mensonges. Désormais, j'arrête de mentir. Et là, vous devrez croire en moi. Parce que là, j'arrête de mentir. Et je vais vous dire ceci. Vous-même, au lieu de vous fier à ce que je vous ai promis de faire, vous-même, dites à moi, ce que vous voulez faire. Et moi, je vais exécuter. Vous comprenez? C'est-à-dire, moi, qui détiens les moyens, qui sait exactement ce que j'ai dans ma poche, je vous ai fait des promesses. Et finalement, je viens vous dire que toutes ces promesses ne sont que des mensonges. Alors, on va faire un nouveau pacte. Ce que je vous ai promis, je n'ai pas pu réaliser. Alors que ce que je vous ai promis, je suis censé pouvoir réaliser parce que c'est moi-même qui sais combien j'ai dans la poche à pouvoir réaliser ce projet. Je vous dis maintenant, sans tenir compte de ce que j'ai dans ma poche, d'accord, ce que j'ai dans ma poche, sans tenir compte de cela, dites-moi ce que vous voulez et je vais réaliser cela. Est-ce que vous comprenez la démagogie? Vous comprenez le mensonge? C'est-à-dire que ce mec est clairement en train de faire du tourisme et il est clairement en train d'engager l'État dans des projets, des promesses que non seulement on ne pourra pas engager, qu'on ne pourra pas réaliser, mais où il ne pourra ni répondre devant la communauté de la région, encore moins devant le Parlement. Et là, il vous parle d'un nouveau pacte. Et Marcel Javiot vient bien encore décortiquer le discours en disant que
même s'il avait la bonne intention de pouvoir réaliser cela, la seule chose qui peut permettre aux populations, aux communautés locales de pouvoir, à la communauté locale de pouvoir avoir un élément, une preuve à aller revendiquer devant le Parlement, c'est cette loi organique qui doit être accompagnée d'un décret d'exécution. Il y a une loi organique, mais il n'y a aucun décret d'exécution. Donc, par conséquent, les populations ne pourront jamais aller dire à Ali Bongo ou aux députés que vous nous avez promis de l'argent, il y a de l'argent qui a été décaissé et le projet a été réalisé ou pas. Vous comprenez un peu? C'est cette série de mensonges, de démagogie qui est vendue depuis la fameuse tournée du porte-parole, je ne pourrais pas dire de la voix montante d'Ali Bongo. Et je m'arrête là. C'était live assez long, j'ai beaucoup parlé. Mais je crois que sur le procès verbal que j'ai en beaucoup de morceaux là, il faudrait vraiment le relire. Parce qu'il y a des parties que je n'ai pas malheureusement. Mais je me suis juste appuyé sur quelques lignes pour vous faire comprendre un peu l'histoire. C'est-à-dire une histoire de tentative de blanchiment d'argent pour laquelle notre nouveau porte-parole et voix montante d'Ali Bongo, qui fait passer un message d'Ali Bongo, veut nous faire croire que c'est un message sincère, quand on sait que la personne a été déjà condamnée pour mensonge et vol et faux et usage de faux. Donc, je laisse cela à l'appréciation de tout un chacun. Je vous conseillerais d'aller lire le texte de Marcel Jabiot qui est très très intéressant. Et il y a plein d'autres textes qu'il met à la disposition des lecteurs qui sont assez importants, assez intéressants. Mais ce qui est encore plus marrant, ce sont les commentaires. Parce que il y a des textes que j'ai lus, évidemment je ferai peut-être un live pour revenir sur les commentaires, mais il y a des textes que j'ai lus sur ces publications où il y a des émergents qui viennent justement essayer d'apporter leur contribution malhonnête. Et c'est très amusant ce que vous allez lire dans les commentaires. Et vous allez même voir des gens qui désistent. C'est-à-dire que quelqu'un, à un moment donné, quand il voit qu'il n'a plus d'argument, il te dit clairement, c'est bon, j'abandonne. Donc, je vous conseille d'aller sur la page de Marcel Jabiot. Je vous montre sa page. Vous pourriez trouver ce texte en intégralité et surtout la série des textes qu'il écrit. Voilà, c'est écrit là. Vous voyez, pour ceux qui ne le voient pas, c'est écrit là, Marcel Jabiot. Donc, c'est ça, comme vous le voyez là. Allez-y sur son mur et vous allez avoir le texte en intégralité, hein. Le texte il est assez long, je ne l'ai pas lu en intégralité. Le texte en intégralité et la loi organique justement qui engage le propos qu'il présente justement au peuple, qui vous présente et qui illustre en mieux le discours démagogue de Farjean Lacruche. Donc, il peut avoir des petites imperfections dans ce live parce que ça remonte quand même d'un niveau de technicité assez élevé que je n'ai pas forcément et donc vous m'en excuserez, mais on n'est pas très loin de ce que j'essaie en train de vous faire comprendre. Par contre, je vous laisse le soin de pouvoir mieux argumenter la question, mais surtout de pouvoir porter le message aux populations donc villageoises, si je veux dire ça comme ça, ou reculées, en leur apportant la bonne nouvelle, le véritable message. Parce que l'ignorance aujourd'hui que ces populations, dans cette ignorance dans laquelle ils vivent aujourd'hui, des gens, des vendeurs d'illusions comme Farjean en profitent pour leur faire passer des messages comme quoi un AVC n'est pas une maladie, un AVC est un simple accident qui peut être comparé à un accident de vélo. Et donc par conséquent, on se remet parfaitement. La preuve en est qu'il m'a envoyé pour vous dire qu'il va très bien. C'est ce message que Farjean avait à passer aux populations des régions reculées. Donc, encore merci à ceux qui ont suivi ce live. Un peu trop long, j'ai un peu trop parlé. Il peut être imparfait. Je vous demande à vous de pouvoir le parfaire et de peut-être, pas peut-être, et de certainement s'en servir pour informer le maximum de personnes. Donc, l'objectif ici, c'était de pouvoir emmener les gens à sortir de leur ignorance.
des discours de Farjeon qui en fait ne sont même pas des discours qui valent vraiment la peine d'être analysés, mais importantes. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une tentative d'abrutissement des populations. Et nous, en tant qu'activistes, nous devons en fait ici d'apporter la bonne information. Nous devons ici nous apporter le non-dit et surtout éclairer les gens sur le faux et usage de faux, l'usurpation d'identité, l'usurpation de représentativité, l'usurpation de tout dont aujourd'hui fait preuve Farjeon. Et pour terminer en disant simplement, ceux qui disent que faut pas négliger Farjeon, il finira par devenir président de la République. Non, Farjeon ne sera jamais président de la République, mais Farjeon a un rôle à jouer pour le système PDG, ou du moins sans qu'il le sache, j'ai l'impression, sans qu'il ne le sache, il joue un rôle bien précis pour le système PDG. Et c'est ce rôle-là dont je voulais vous parler la dernière fois, mais avec Stéphane, nous sommes convenus qu'on ne devait pas en parler pour le moment, parce que ça pourrait révéler, ou du moins fragiliser certaines choses, ou ne pas nous permettre de pouvoir atteindre un certain objectif, d'un certain nombre de projets que nous avons mis en place. Donc, raison pour laquelle j'ai plutôt pas fait ce live, et on va le faire certainement dans un futur très proche, au moment venu. Donc, merci encore pour tous ceux qui ont suivi ce live. Je vous demande de passer une excellente soirée. Je vous demande d'aller lire le texte de Marcel Jabiot. Je vous demande de revenir sur ceux qui ont le procès verbal de la cruche en intégralité, de bien vouloir me l'envoyer parce que je ne l'ai pas en intégralité. Et peut-être je vais refaire un live sur ce procès verbal qui manque de beaucoup d'éléments. Juste pour vous faire comprendre, ce que vous devez retenir, c'est que un menteur reste un menteur. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Bon, il y a des gens qui ont demandé à prendre la parole. Je ne sais pas. Il y a Keba qui voulait prendre la parole, Keba Gislain et Maurice Chani qui voulaient prendre la parole. Je ne sais pas si vous voulez vraiment prendre la parole ou bien vous avez fait une erreur de manipulation. Si vous avez fait une erreur de manipulation, vous m'envoyez un message. Si vous avez vraiment envie de prendre la parole, je vous donnerai la parole. Entre-temps, je vous demande de passer une excellente soirée. On se dit à tout à l'heure et surtout on se sépare en musique. Voilà, donc on se sépare avec Pierre Claver à Keningé. Pauvreté. On se dit ciao, au revoir.
cailloux forêt, n'achète que pauvreté. Aide humanitaire, rachète la pauvreté. Et ainsi bon marché, puisque dévaluer. La pauvreté n'a pas de peau. La peau du pauvre est sous ta peau. Récitation. L'individu dans la pauvreté se sert de la famille. La famille dans la pauvreté se sert de l'État. L'État dans la pauvreté se sert de la communauté. La communauté dans la pauvreté s'endette. La dette est aliment de la pauvreté. Où est donc le minimum de prospérité pour chaque être humain sur cette terre? Alors, toi qui as le trop qui est, c'est immoral, amoral. Faut donner. Le trop qui est guerre après guerre. La dette est illégale. La pauvreté inégale. Seule la paix, ô amis, est égalité et l'égalité devant Dieu et devant les hommes.